Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule divertissement. Aujourd'hui, on va parler de nos animaux domestiques qui peuvent détecter les maladies. Pas juste domestiques, d'ailleurs, on va voir. Toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, les animaux qui détectent les maladies, j'imagine l'idée, elle vient un peu avec parce que tu as des chats, puis tu me parlais souvent que les chats, même on parle de ça avec ma chienne aussi, ils ont des comportements particuliers. Ça doit venir un peu de là que tu as décidé de faire cette capsule-là. Ben ouais, parce que les animaux de compagnie peuvent sentir les choses, puis souvent, je dirais que c'est quand on a un animal de compagnie qu'on observe ce genre de choses-là. Puis, ben, c'est sûr qu'on entend parfois dans l'actualité certaines situations, comme les rats des mineurs. C'est quelque chose peut-être que les gens ont plus entendu. Par exemple, c'est des rats qui sont utilisés pour détecter les mines. Donc, depuis assez longtemps, on sait que les animaux ont cette faculté-là par rapport à l'odorat, qui est très développé, de détecter certaines choses. Donc, pour cet exemple-là, j'ai été voir pour le fun, il y a combien de mines antipersonnelles actives et enfouies dans le sol dans le monde. Puis on donnait le chiffre de 110 millions. Hi, c'est énorme! Ça veut dire que c'est 110 millions de possibilités que des gens soient blessés ou tués par ces mines-là. Donc, il faut les détecter, savoir où elles sont. Et il y a donc un programme qui s'appelle Aerora, qui a permis de localiser 155 000 mines. Pourquoi les rats? Parce que c'est quand même assez facile de les entraîner et ça permet de, comme c'est un animal assez léger, eux ne déclenchent pas. Parce que j'ai été voir, je me demandais est-ce que ça arrive parfois qu'un rat, il y a un accident. Non, ils sont trop légers pour déclencher la mine. Donc, ils vont dire à la personne, la mine est là, vont gratter, etc. Et ils sont récompensés. Donc, c'est facile de conditionner les animaux avec des récompenses parce qu'ils aiment beaucoup ça. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on entend plus souvent dans l'actualité et qui est prouvé, entre guillemets. Là. Les rats ont ce talent-là. Oui, mais j'avais entendu parler de ça à la télé, justement, des nouvelles. Il y avait eu un reportage là-dessus. Hein. Oui, il y en a même un qui a pris sa retraite, qui a été décoré de la plus grosse médaille civile qu'on peut recevoir, l'équivalent de la croix de Georges, je pense. En tout cas, c'est toute une affaire parce que vraiment, il a sauvé beaucoup de vies, le rat en question. Et donc, ça amène à se poser des questions sur les autres facultés que les animaux ont. Et on va dans le côté des maladies. Donc, ça peut être assez surprenant, mais les différentes maladies qu'on peut avoir dégagent certains composés chimiques qui vont s'évaporer dans l'air. Et c'est ces composés-là, finalement, que les animaux, les insectes, on va le voir plus tard, sont capables de les détecter. Et on parle, entre autres, au niveau de notre souffle, notre haleine, de la transpiration, de l'urine, du sang et du sébum. Donc, le sébum, c'est un peu l'espèce de couche d'huile sur la peau. Donc, dans ces matières-là, les animaux peuvent détecter certaines maladies. Et parce que lorsqu'on est malade, ça amène des modifications un peu partout. Le métabolisme, on s'en rend pas compte, mais la transpiration change, la laine change, etc. Et comme ils ont un odorat extrêmement développé, ben, ils peuvent détecter des problèmes, souvent avant qu'il soit trop tard. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais on n'est pas exactement certain de ce que l'animal ou l'insecte détecte. Est-ce que c'est le virus? Est-ce que c'est la réponse du corps? Est-ce que c'est la réponse immunitaire? Est-ce que c'est le changement de métabolisme? C'est pas clair. Mais on sait qu'ils sont capables de le faire. Donc, c'est des études en ce moment. OK, fait que ma question allait être ça, s'il y avait des études, mais c'est en train de se faire. Donc, Oui, on étudie ça. en ce moment, il y a des animaux qui sont réellement utilisés dans des situations. Puis dans d'autres cas, ben, c'est exploratoire. On pense qu'il y a certaines facultés. Puis c'est très facile, comme je disais, entraîner un animal. En fait, c'est qu'on va mettre plusieurs échantillons d'urine, etc. Et à côté de l'échantillon qui contient, par exemple, un échantillon d'une personne qui a le cancer, on va mettre une récompense. Donc, assez rapidement, l'animal ou l'insecte va associer « Oh, à chaque fois que je trouve cette odeur-là particulière, j'ai une récompense. » C'est un peu le principe d'entraînement des animaux et des insectes. Ouais. Pour les insectes, je me demande bien quel genre de récompense on peut leur donner là. Justement, tu parles
des fourmis qui peuvent détecter le cancer. Ah, j'ai été très, très surprise, là, honnêtement. C'est donc au niveau de l'urine, ils peuvent détecter le cancer du sein. Et pour répondre à la question, je me posais la même. Pour l'entraînement, au niveau des insectes, c'est de l'eau sucrée. Semble-t-il qu'ils adorent ça. Donc, on va mettre de l'eau sucrée et ils vont associer très, très rapidement les échantillons de personnes malades et les détecter. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, les fourmis, quand ils détectent le cancer? Excellente question. Là, ça serait intéressant d'aller fouiller ça. Mais semble-t-il que c'est très, très, très efficace comme méthode. Il n'y a pas juste eux autres, il y a les abeilles aussi. Oui, et au niveau du cancer, encore une fois, là, on parle de cancer du poumon dans des échantillons, dans la laine, finalement, et ils détectent la COVID-19. D'ailleurs, on avait fait des tests avec des chiens, ça avait passé aux nouvelles à un moment donné. Donc, ils sont capables aussi d'un odorat très, très développé. Bien, il faut penser qu'un abeille peut détecter le pollen d'une fleur à des kilomètres. Donc, on savait déjà qu'elle avait une certaine faculté, là. Il y a aussi des nématodes, des sortes de vers, là. Oui, les vers, peut-être c'est un mot qui vous est familier, que c'est un parasite qu'on peut attraper dans l'alimentation. Mais ces nématodes-là sont extrêmement utiles. Donc, ils peuvent détecter, encore une fois, le cancer du sein, le cancer du pancréas aussi, dans l'urine. Donc, on voit que jusqu'aux insectes, ça peut être assez impressionnant, là. Tant qu'à parler d'insectes, ça n'est pas un, celui qui me vient en tête, là, mais puis en tout cas, je ne sais pas s'ils peuvent détecter quelque chose, mais ils sont utilisés en médecine, là, les sangsues. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est les animaux, les insectes sont de plus en plus utilisés parce qu'on pour leur bienfait. On voit ça parfois des gens qui ont des espèces de plaies et on va utiliser des sangsues, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la méthode. Ah, c'est sûr. J'avoue que ça doit être saisissant mais semble-t-il que c'est extrêmement efficace pour la guérison. Et on continue aussi. Ben, tu as parlé du rat tout à l'heure qui détecte les mines, mais il détecte aussi des maladies, notre cher rat. Oui, au niveau de la tuberculose, donc, ce qui est très utilisé dans des pays plus pauvres où les méthodes sont plus ou moins efficaces, tu as des méthodes qui sont efficaces à 50 %, donc le rat peut venir en complément. Et on disait qu'en détectant 30 000 personnes, on évite 400 000 cas par an de tuberculose. Parce qu'évidemment, il y a de la contagion, donc c'est pas rien. C'est des animaux qui sont beaucoup utilisés. Les mêmes animaux, le même qu'au niveau du déminage. Donc, c'est assez fascinant. Allons-y maintenant avec nos animaux de compagnie, avec les chiens. Oui, donc on sait, les chiens et les chats ont un odorat beaucoup plus développé que nous. Au niveau du chien, on parlait d'un odorat de 10 000 à 100 000 fois plus puissant que l'homme, et certains avancent même que ça peut être plus puissant que ça. Probablement tout dépendant de la race de chien, j'imagine. Oui, exactement. Puis il doit y avoir des différences individuelles aussi, comme un peu les humains. Donc les chiens peuvent détecter des cancers. On donnait un exemple poumon, sein, prostate, ovaire, côlon, vessie, mélanome. Mélanome, c'est au niveau de la peau. D'autres maladies aussi, par exemple le Parkinson, le paludisme, la COVID-19, encore une fois. C'est difficile. Et aussi au niveau de l'épilepsie. Ouais, ben ça, c'est quelque chose que j'entends parler. Le chien peut détecter qu'une crise d'épilepsie s'en vient, puis avertir son maître. Là, son maître peut s'asseoir, puis donc, là, il n'y a plus de risque après ça. Là, d'ailleurs, je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est Mira qui entraîne ça, mais en tout cas, il y en a qui vont entraîner des chiens justement pour les épileptiques, là. Oui, il y a des organismes qui entraînent c'est quand même un entraînement assez poussé. Puis justement, les crises d'épilepsie, bon, évidemment, ça va aider les gens à ne pas se blesser là, en cas de crise. Donc, c'est vraiment, ça peut vraiment changer la vie d'une personne d'avoir un chien comme ça d'assistance. Puis, qu'est-ce qu'il détecte en fait? On pense qu'avant une crise d'épilepsie, il y aura peut-être des changements métaboliques que nous, on ne perçoit pas, mais que le chien arrive à... Et c'est pas le seul exemple parce qu'on parle aussi au niveau de l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, les personnes diabétiques. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé. En fait, ça pourrait avertir 30 minutes avant une grosse baisse de sucre, par exemple. Et c'est particulièrement utile au niveau des gens qui font vraiment un diabète assez sévère la nuit.
Parce qu'une personne qui fait une énorme baisse de sucre la nuit, ça ne rendra pas nécessairement compte et peut faire un coma. Donc, le chien arrive à le détecter et il va la réveiller, il va la pousser, il va avoir ses méthodes pour réveiller la personne. Et donc, ça peut sauver littéralement la vie. Il y a des personnes qui ont un chien d'assistance spécialement pour gérer leur taux de sucre, si on veut. Là. Quoi qu'il y en a que, quand on parle d'un chien d'assistance, ça veut dire qu'il a été entraîné par un organisme, mais il y en a justement que, ils vont avoir leur chien, puis ils vont remarquer qu'il y a certains comportements quand mettons, son diabète justement n'est pas beau, ils voient un comportement différent du chien. Fait que, ben, souvent, il y a peut-être certaines choses, le chien n'a pas été entraîné, mais il détecte probablement une anomalie, quelque chose, que, il s'en vient dire, hey, il y a quelque chose qui se passe. Il faut être attentif, hein, parce que oui, c'est sûr que les chiens sont entraînés dans des organismes, tout ça, mais il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que leur chien leur donne des signaux d'alarme avant des crises d'épilepsie, des crises d'hypoglycémie ou même de l'anxiété. Oui, je pensais pas que l'anxiété pouvait même rentrer là-dedans. Là. Oui, puis encore une fois, ça peut changer littéralement la vie de la personne. Moi, je connais personnellement une personne qui souffre d'anxiété et qui a un chien d'assistance pour ça. Et le chien détecte. C'est fascinant là, parce que je l'ai vu devant moi. Là. Le chien détecte avant que la personne ait la moindre idée qu'elle va faire une crise d'anxiété. Il détecte des signes, des choses très subtiles. Et on pense entre autres au niveau, avant une crise d'anxiété, les hormones changent. Les hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline, tout ça. Et le chien, ce qu'il va faire, il va avertir, il peut donner la patte, il peut gratter, il peut donner des coups de museau, il avertit la personne, tu vas faire une crise d'anxiété, mets-toi dans une position sécuritaire, mets-toi dans une bulle que tu trouves sécurisante. Et ça change complètement la vie. La personne en question que je connais, ça l'amène à être beaucoup plus autonome, elle se sent plus à l'aise de sortir dans les lieux publics. Parce qu'elle a un chien qui va l'aider en cas de problème. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique pour les gens. On parlait tout à l'heure, bon, les chiens vont détecter des cancers ou détecter des problèmes de santé, des blessures qu'on a. Ils vont, même les chats peuvent faire ça, j'imagine. Là. Oui. Ils vont carrément soit se coucher sur une partie du corps qui est problématique ou il y en a qui disent d'ailleurs justement que genre son chien ou son chat n'arrêtait pas de se coucher à un endroit en particulier. Puis un mois ou 2 mois après, son médecin vient lui dire, tu as le cancer à tel endroit, puis je suis couché tout le temps là. T'sais. Il y a énormément de témoignages comme ça et moi, quand à un moment donné, j'ai tombé sur des forums là-dessus, ça m'a complètement fascinée. Ce qui expliquait, c'est qu'il y avait beaucoup de témoignages, puis ça a même des articles de journaux consacrés. C'est que, par exemple, évidemment, si votre animal se couche une partie de votre corps, il ne faut pas sauter aux conclusions qu'il y a un cancer, mais... C'est plutôt dans les changements d'habitude. Dans les changements, puis lorsqu'on a un animal, on connaît ses habitudes. Par exemple, on donnait un exemple que l'animal va se mettre, comme tu disais, il peut gratter un endroit, renifler un endroit, il peut essayer de mordre sans raison une partie du corps, puis de façon répétitive, là, pas seulement une fois, là, de façon obstinée. Il y a des cancers de la peau qui ont été détectés comme ça parce qu'il y a une zone problématique et le chien, le chat revenait tout le temps là-dessus. Ou un autre exemple, c'est qu'un animal qui est normalement très affectueux devient très distant. Ou à l'inverse, un animal très distant, indépendant, devient très, très, très affectueux. Et l'autre exemple qu'on donnait, c'est que l'animal se couche, comme tu mentionnais, il peut se coucher sur une zone, tout le temps se coucher, il y avait une certaine habitude, mais là, il se couche toujours sur la même zone du corps. C'est bon, évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème, mais c'est pas mauvais de se questionner puis d'aller plus loin. Parce qu'au niveau des cas, moi, j'ai trouvé ça saisissant, notamment, justement, un cas qui avait passé dans un journal. C'est un chat qui a détecté le cancer du sein. C'est qu'il avait l'habitude vraiment de toujours se coucher dans les bras, tout ça, il avait ses habitudes. Puis à un moment donné, il se couchait sur la poitrine de la dame, tout le temps. Puis il revenait tout le temps là. Puis, au point qu'après quelques mois, ça a duré des mois, à un moment donné, elle s'est réveillée avec une douleur dans la poitrine. Elle a fait investiguer cancer du sein.
Puis à partir du moment qu'elle a traité son cancer du sein, le chat s'est complètement désintéressé de sa poitrine, ne s'est plus couché, est revenu à ses habitudes d'antan. Et ça, des cas comme ça, j'en ai vu, et chaque fois, là, c'est tellement impressionnant C'est sûr que dit comme ça, mon Dieu, ça a l'air... des gens pourraient dire, OK, c'est le hasard, tout ça. Mais il y a quand même une certaine logique parce que les maladies, c'est logique, ça peut dégager une certaine odeur, peut-être pas perceptible pour la plupart des gens, mais pour les animaux, c'est autre chose. Comme on disait, lorsqu'on est malade, tout change, le métabolisme, ça peut se refléter un petit peu partout, dans la sueur, la laine, etc. Et un animal, c'est extrêmement... les animaux vont aimer souvent dormir sous nos vêtements parce que c'est notre odeur. Donc, eux ont vraiment un odorat extrêmement développé là-dessus, là. Puis, pour vous donner un autre exemple, donc une patiente qui souffrait de diabète de type 1 et son chien la réveillait continuellement la nuit, jusqu'à 4 fois par nuit. Puis au moment qu'il la réveillait, elle ne se sentait pas bien, elle était affamée, puis elle était comme étourdie. Puis à chaque fois, son taux de sucre était extrêmement bas, dangereusement bas. Donc son chien lui sauvait la vie, carrément. Et comme je le disais, c'est pas nécessairement des chiens entraînés. Évidemment, il y a des chiens spécialement entraînés pour ça, mais vous pouvez réaliser que votre animal a ce don-là, entre guillemets, cette capacité-là. Puis, on parlait tantôt des crises d'épilepsie. D'autres cas qu'il y a eu aussi de chiens qui deviennent très agités, se mettent à donner la patte, lécher la personne. Puis, même, il y a des chiens qui jettent la personne au sol pour pas qu'elle se blesse. Ça, j'ai vu une vidéo de ça. Puis même un chien qui jette au sol un autre chien, un chien épileptique, pour pas qu'il se blesse. J'ai vu le vidéo et ça m'a complètement saisi. Le chien comprenait que l'autre chien de la maison allait faire une crise. Il avait l'habitude, j'imagine, et il l'immobilisait au sol. J'imagine que peut-être que le chien, à un moment donné, a failli se blesser. Quand on s'arrête à voir les facultés des animaux de compagnie, c'est un domaine fascinant et qu'on commence seulement à étudier. Donc, c'est intéressant. Sachant c'est quoi, à quoi ça ressemble une crise d'épilepsie chez une personne, chez un chien, ça doit être assez particulier à voir. Oui, ça ressemble aux humains. Puis, il y a quand même plusieurs animaux qui peuvent souffrir d'épilepsie. Donc, c'est bon d'être attentif, surtout s'il y a de la maladie dans la maison, à voir les comportements de vos animaux. Puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez réaliser qu'ils tentent de vous avertir de quelque chose. C'est intéressant. Tant qu'à parler d'animaux qui peuvent avoir des maladies comme la nôtre, je sais qu'il y a des chats et des chiens aussi qui peuvent être diabétiques. Oui. Donc, ça aussi, doit être quelque chose à gérer pour les maîtres. Hein. Beaucoup d'animaux peuvent avoir des maladies d'humains, entre guillemets, là. Et oui, non, c'est pas des maladies faciles à gérer, mais les animaux nous apportent tellement dans une vie. Hein, quand on a des animaux, hein, c'est vraiment une grande source de bonheur. Maintenant, il n'y a pas juste les animaux qui sont capables de détecter des maladies. Là. Même il y a certaines personnes qui sont capables de détecter ça. Oui, puis en fait, c'est que à force d'être sur des forums, Reddit, pour ne pas le nommer, c'est un forum où tu peux arriver avec une question ou un témoignage, puis après, tu as des gens d'un peu partout qui vont renchérir sur ton témoignage. Puis c'est extrêmement intéressant parce que c'est par thème. Donc, moi, j'ai été sur des forums consacrés aux animaux qui détectent. Puis ça m'a amené tranquillement pas vite à des forums consacrés à des gens capables de détecter des maladies. Et entre autres sur des forums consacrés aux techniques infirmières, aux médecins, etc. Et les témoignages de travailleurs de la santé, c'est incroyable. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui côtoient beaucoup de personnes malades. On parle d'infirmières, de médecins, de préposés, etc. Donc, et leur témoignage, c'était que définitivement, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, définitivement, il y a certaines maladies qui ont une odeur. On parlait du cancer. Et il y a eu beaucoup de témoignages de personnel soignant qui disaient, moi, en rentrant dans une chambre, je le sais. Entre autres, un médecin qui expliquait ça, qui avait une odeur très, très particulière liée au cancer. Et ça dépend des cancers. Il y en a qui disent que ça dépend du type, c'est différent. Et évidemment, la question, ça sent quoi le cancer?
Ça variait, mais on parlait beaucoup, un peu une odeur qui ressemble un peu à une pâte à pain, un peu de levure, même de moisi, un peu sucré. Et c'est assez intriguant, là, ou de fermenté. Et le médecin en question lui disait, il dit, moi, l'odeur de cancer que je détecte, et c'est pas nécessairement pareil pour tous les gens, il dit, c'est comparable à un frigo qui aurait manqué d'électricité. T'as beau le laver, le nettoyer, mais il reste une espèce d'odeur. Il dit, c'est ça. Puis il dit, dès que je rentre dans une chambre, puis il y a quelqu'un qui lui a demandé si tu détectes une personne à l'épicerie qui a cette odeur, tu fais quoi? Puis il a dit, je vais me sentir obligée de lui dire, mais de façon très vague, ça serait peut-être bon de voir le médecin, ou surtout que les médecins ils peuvent trouver une façon de le dire de façon très, très vague, là. Mais ça amène cette question éthique-là. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a ce pouvoir-là, entre guillemets, est-ce qu'on le dit, on n'inquiète pour rien les gens, parce qu'évidemment, il y a des... On peut détecter une odeur, puis c'est pas ça pantoute, là. Si on dit rien, et qu'on pourrait aider la personne des mois avant, ça amène une certaine question éthique. Oui, bien c'est ça, tu sais. Est-ce qu'on dit, puis on lui évite de passer à travers des périodes de chimio, puis tout ça, tu sais, ou que ce soit trop avancé, puis qu'on peut plus rien faire? Ou en même temps, est-ce qu'on énerve pour rien la personne, puis finalement, on s'est trompé, puis elle va faire beaucoup de tests, puis on va y faire vivre l'enfer? L'angoisse. Moi, personnellement, honnêtement, je serais tentée, comme le médecin, de façon très vague, d'envoyer une petite indice de peut-être aller voir le médecin. Ça serait plus fort que moi. Je pense que... Mais évidemment, ça dépend de chacun. Donc, les exemples qu'on donnait, c'est bon pour le cancer, mais semble-t-il aussi, il y a des infirmières qui disaient, et infirmiers, je peux détecter la grossesse. Semble-t-il qu'il y a des changements bien évidemment, il y a des changements chez le corps. Les infections respiratoires, et ça, c'est vrai. Si en cas d'infection respiratoire, il y a des changements, en tout cas, moi, je vois une différence. Infection bactérienne, un niveau de bilirubine différent. Le diabète. Le diabète, une personne qui est en forte crise, bien évidemment, on parlait des chiens, mais l'humain peut détecter aussi, parce que ça peut avoir une odeur d'acétone, du dissolvant. Ouais, puis ça, j'avoue que ouais, j'ai déjà détecté chez une personne qui allait pas bien. Et donc, beaucoup de maladies peuvent dégager des odeurs particulières. Puis, on parle, entre autres, c'est sûr que la science, bon, c'est à l'étude, est plus ou moins d'accord avec ça, mais on a un cas objectivé d'une dame, Joy Mill, qui détecte le Parkinson. Elle a détecté le Parkinson de son conjoint longtemps avant. Elle, c'est une infirmière de 75 ans en Écosse. Elle souffre d'hyperosmie. Je ne sais pas si on peut dire souffrir ou elle a un don. Donc, elle a un odorat extrêmement augmenté. Et au point qu'on a fait une étude à partir de cette faculté-là pour développer des tests. Parce que elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle pouvait détecter l'odeur du Parkinson dans le sébum, qu'on trouve en abondance sur le front et dans le haut du dos. Une espèce de couche huileuse, finalement. Et elle, pour elle, ça sent le Parkinson. C'est une odeur très, très particulière. Et on s'est mis à faire des études et effectivement, on a découvert que dans ces zones du corps, il y a des composés typiques du Parkinson. Donc, cette dame-là, elle a vraiment été mise à l'étude parce que elle détectait, on l'a mis à l'épreuve, elle détectait des cas de Parkinson et elle a même détecté une personne qui n'avait pas le Parkinson, mais qui s'est avérée positive quelques mois après. Elle l'a détecté avant le temps. Donc, elle sauve à détecter les changements hormonaux, on pourrait dire, avant, qui fait que ça se déclenche. Oui, et ça devient intéressant. C'est très utile parce que malheureusement, il y a beaucoup de maladies qu'on détecte quand il est un peu tard, alors qu'on aurait pu faire quelque chose avant. Donc, elle a vraiment cette capacité-là. On lui a demandé, ça sent quoi le Parkinson? C'est une odeur musquée, comme certains parfums musqués, semble-t-il. Donc, cette dame-là a été mise à l'étude et j'ai tombé justement sur une étude qui était basée sur cette capacité-là pour développer, comme je disais, certains tests qui pourraient être faits en frottant, par exemple, le front ou le haut du dos d'une personne et pour trouver les espèces de molécules qu'elle arrive à sentir. Et c'est pas la seule, hein. Il y a beaucoup de gens quand même qui ont cette capacité-là. J'ai tombé aussi en terminant sur des histoires de conjoints
Et ça doit être assez terrible d'avoir cette faculté-là quand tu arrives à ta maison et tu sens l'odeur typique chez ton conjoint, par exemple, de l'odeur typique d'un cancer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit « j'ai détecté le cancer d'un conjoint comme ça », parce qu'à un moment donné, j'arrivais chez moi puis son odeur a changé. Tu sais, chaque humain a une odeur propre et la personne a vu un changement. Et parfois, la personne se rend compte, se lève un matin et se dit « il y a un changement ». Ça ne veut pas dire le cancer, des fois ça peut être une infection, ça peut être n'importe quoi. Le foie fonctionne mal, les reins. Mais donc, il y a des conjoints qui ont détecté ça. Et il y a même des gens, surtout qui travaillent en milieu hospitalier, parce qu'ils en voient beaucoup, qui peuvent détecter une personne qui va décéder ou une personne qui va avoir un problème. J'ai eu le cas d'une infirmière qui disait qu'elle arrivait dans une salle d'attente d'urgence. Puis les gens qui étaient sur le bord de coder, comme on dit, là, qui vont faire un arrêt cardio-respiratoire, elle dit « je ne sais pas comment », mais elle dit « je sais ». Puis elle a été mise à l'épreuve, la dame, souvent. Probablement qu'elle voit des choses très, très subtiles, peut-être un changement de teint, quelque chose de vraiment, une micro-expression faciale, peut-être quelque chose, mais elle arrivait à détecter. Donc, elle avait pris l'habitude d'aller faire un tour dans la salle d'attente pour détecter les gens avant, évidemment qui ont un malaise. Et il y a des gens aussi dans les CHSLD qui arrivent, à force de voir, évidemment, de côtoyer malheureusement des personnes décédées, ils arrivent à détecter, à savoir. Donc, on pense que c'est des signaux très subtils que les autres personnes ne portent pas attention. Semble-t-il que ça peut se développer jusqu'à un certain point de détecter la maladie ou des décès. Quelqu'un qui passe sa vie dans ce métier-là, et probablement, oui, a réussi à avoir, parce que les signes, il faut être capable de les remarquer, là. Fait que c'est sûr, c'est sur plusieurs années que tu peux toujours développer une capacité comme ça, on pourrait dire. Oui, bien, les gens parlent d'instinct. Ils disent, j'ai un instinct, mais cet instinct-là, moi, je pense, c'est basé sur une espèce, sur la science, sur des signaux, que peut-être qu'un jour, on va comprendre qu'avant tel malaise, le corps change, puis oui, il y a des gens qui détectent, mais c'est intéressant. Puis moi, je pense, bien évidemment, il ne faut pas non plus s'inquiéter si vous sentez telle odeur chez une personne, chez un animal, mon Dieu, c'est un cancer. C'est pas l'idée, parce que je vous parlais d'odeur de pâte à pain, là, mais si une personne a une infection, ça peut sentir la pâte à pain aussi. Là. Je veux dire, il y a bien des maladies qui peuvent émaner certaines odeurs. Donc, il n'y a pas juste ça aussi. Là, je ne me rappelle plus du terme médical pour ça, mais tu sais, il y a des fois, tu peux avoir une odeur qui va rester dans le nez pendant un sacré bout de temps. Là, fait que ça aussi, ça peut fausser certaines perceptions. Là. Exactement. Par exemple, il y a des gens avant des crises d'épilepsie, ils sentent les toasts brûlés. C'est très spécifique, mais il y a des gens qui sentent les toasts brûlés avant. Il y a des gens avant des migraines vont sentir une odeur très, très, très particulière, spécifique. L'odeur n'est pas dans l'air. Donc, le cerveau est dur à comprendre. On peut avoir des mémoires d'odeur, j'imagine. Et donc, il ne faut pas s'alarmer. Mais moi, personnellement, si mon animal se met à se coucher tout le temps au même endroit, je vais porter attention. Alors qu'il ne fait jamais ça. Alors qu'il ne fait jamais ça, qu'il a un comportement qui se met à me mordre d'une partie du corps qui ne fait jamais ça, je vais porter attention. Honnêtement, oui. Parce que je me dis que je n'ai rien à perdre à essayer d'aller voir plus loin. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et quand tu vas voir des forums là-dessus, les témoignages, j'ai passé une nuit entière à un moment donné là-dessus parce que c'était captivant. Tu dis, ah mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Toujours intéressant. C'est très intéressant d'ailleurs ce sujet-là. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.